Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir Bonsoir et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et vous écoutez l'épisode 17 de la 2e saison, dans lequel j'ai le plaisir d'échanger avec, vous avez peut-être deviné, Pierre Twitou, le jeune prodige de Vivant 2 et d'Evian. Moi, j'ai envie de faire plaisir aux gens. J'ai envie que les gens passent un bon moment. Et il y a des journées avec, enfin, comme les musiciens qui disent, ah, ça c'était un bon concert, ah non, ça c'était un mauvais concert, mais c'est pas parce que la dorade était un peu moins bien que d'habitude, c'est parce que il y a des jours où c'est plus dur de donner aussi. Et le but du jeu, c'est de pouvoir donner vraiment tous les jours. Pourquoi Pierre ? Parce que c'est un génie de la nouvelle génération. J'adore son univers, marqué et un peu déjanté. Son restaurant Vivant 2 mélange les genres, l'ambiance festive et les assiettes de haut vol. Il y a un côté spectacle complètement assumé et des clins d'œil très old school qui forment un tout fantaisiste. Dans cet épisode, il parle de la notion de recevoir, de friture et de bon appétit bien sûr. Avant d'écouter, petit rappel, comme les chefs, j'aime bien les étoiles, donc n'oubliez pas de noter le podcast sur iTunes en lui en décernant un maximum. Bonne écoute. Bonjour Pierre. Bonjour Julie. Bon, il y a quelque chose qui m'étonne à chaque fois que je te vois, c'est que je te trouve à la fois si jeune et si déterminé. T'as toujours été comme ça ? Pour être déterminé, faut vouloir être déterminé. Enfin, c'est pas un état d'esprit, mais voilà, j'ai quand même envie de faire bouger, moi évoluer personnellement. Et je suis dans une position où, enfin, c'est jamais très bon de se mettre c'est quoi l'expression, s'allonger sur ses lauriers, non, de se reposer sur ses lauriers. Et donc faut aller de l'avant. C'est essentiel d'aller de l'avant. Mais non, j'ai pas toujours été comme ça. Tu doutes parfois ? Bah oui, tous les jours. Non mais c'est vrai. Est-ce que c'est assez bon? Est-ce que c'est assez est-ce que la casserole est assez propre? Est-ce que le jus est assez bon? Est-ce que mon couteau coupe assez? Est-ce que le poisson est assez bien? Oui, c'est, enfin, sur la partie cuisine, oui. Après, j'ai réussi à essayer de minimiser tous les doutes possibles pour juste me concentrer sur des choses qui peuvent être aléatoires. T'as l'art de le cacher. Ouais, non, mais enfin, oui, mais déjà, je commence ma journée de la même manière depuis assez longtemps. C'est-à-dire C'est-à-dire ne pas prendre de petit déjeuner. non, si, mais il y a pas de, je me mets le moins possible de doutes inutiles. C'est-à-dire que voilà, je sais à quelle heure je vais me réveiller, je sais ce que je vais faire en premier, je sais comment je vais aller au travail. Et comme ça, après, par contre, on peut se remettre en question, se retrouver un peu face à l'inconnu, se dire tiens, il faut absolument qu'on change ce plat-là. Et d'ailleurs, on va juste décider une demi-heure avant le service quand il faudra vraiment aller imprimer les menus parce que Clément commence vraiment à te mettre la pression là pour trouver un intitulé, calculer un prix et tout. Mais non, on essaie de ne pas douter. On peut pas douter. T'as besoin de ces rituels pour te mettre en bonne condition pour créer ? Non, j'arrive à bosser d'à peu près partout, que ça soit quand j'arrive pas à dormir après un service parce que j'ai beaucoup d'endorphines, ou en plein milieu de service, ça m'arrive de noter un truc. Il y a pas de moment propice, mais c'est toujours de garder une ouverture d'esprit à tout moment, parce que je vais pas dire qu'il y a un éclair qui m'est tombé dessus et que j'ai eu une très bonne idée d'un plat un jour et que je suis merveilleux, mais c'est toujours un cheminement non, il y a pas vraiment de règle en fait. Ça vient quand on en a pas besoin et ça vient pas quand on en a besoin. T'as toujours aimé manger depuis petit ? Ouais. Il y avait une grosse place accordée à la cuisine dans ta famille ? Oui, mais d'ailleurs mes plus vieux souvenirs sont liés à la nourriture. J'ai toujours aimé manger, j'ai toujours aimé cuisiner, je crois aussi. Tu faisais des crêpes, des gâteaux, des choses comme ça ou...
j'ai un souvenir. Alors, je sais qu'une fois, je me suis brûlé en faisant des blinis et le pouce gauche, parce que j'étais trop petit et que je crois que j'arrivais pas à voir si c'était cuit ou pas, donc je m'étais brûlé le pouce. Non, mais je faisais un peu tout, mais en famille, voilà, c'était pas épluche, peut-être nettoyer des navets avec mon père ou. J'ai un souvenir de mon grand-père père de ma mère, comment nettoyer des radis et les entailler en croix pour les mettre dans l'eau pour les faire en fleurs. Mais non, j'ai toujours aimé manger. Le père de mon meilleur ami quand j'étais petit est toujours d'ailleurs restaurateur. Et ça nous arrivait le mercredi après-midi d'être César et moi, voilà, laissés dans un restaurant vide avec nos petites voitures et nos feuilles de papier et nos crayons. Et d'ailleurs, on a dessiné énormément de restaurants à cette époque-là. Mais ouais, ouais, je sais pas. J'aimais bien regarder Bon Appétit, bien sûr, le midi, et je trouvais que Jamie Oliver était marrant avec ses chemises de mauvais goût et son accent anglais. Il faisait la vaisselle. Enfin, j'aimais bien ça. L'orientation en cuisine, c'est un peu c'était un choix et en même temps C'était un choix, peut-être une hasard, nécessité aussi, parce que j'en pouvais, enfin, non, je vais pas dire que j'en pouvais plus, mais j'avais envie de faire quelque chose. Et j'avais envie de me lever le matin en étant content d'aller faire cette chose-là. Parce que, enfin, c'est horrible de se lever le matin et se dire, oh, je vais encore, m'asseoir dans j'ai une cours salle de avec, classe. ouais, j'ai cours avec un tel, ah non, mince, j'ai oublié mon compas. Enfin, c'était des problématiques que j'avais pas du tout envie d'avoir. Et donc de commencer à bosser, ouais, c'était une grande libération, je pense. Et quoi, c'est toi qui as choisi la cuisine, tes parents t'ont suivi? Au début, mon père m'a beaucoup soutenu parce que je crois que lui non plus était pas très content à l'école. Ma mère était moins pour, enfin, elle était même complètement contre. Mais maintenant, elle est très, enfin, 6 mois après, elle était très contente parce qu'elle me voyait heureux, je pense aussi. Mais du côté de ma mère, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, tu savais ce que tu voulais. Ouais, bah, en fait, ce qui me pousse tous les jours, c'est que voilà, quand j'ai commencé, moi j'avais eu ma mère notamment qui me disait que c'était une énorme erreur. Certains de mes amis, mes anciens camarades de classe, mon ancien directeur le CPO, ouais, de la troisième, qui disait que c'était une énorme connerie de faire ça. Et donc en plus je me disais, mais si moi je reviens en arrière maintenant, je vais vraiment, ça m'a vraiment servi à rien. C'est peut-être ça qui m'a un peu, c'était vraiment très 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 dur au début, mais c'est sûrement ça qui m'a poussé à continuer et sûrement qui me pousse encore, que c'est montrer aux autres qu'ils avaient tort peut-être. Et donc tu te souviens, t'as fait un apprentissage en bac pro? J'ai fait un bac pro en 3 ans, 3 ans d'apprentissage au Plaza Athénée. J'ai fait tous les postes. Quand il fallait aller au banquet, filer un coup de main, j'allais au banquet. J'ai pas fait la pâtisserie et la boulangerie, mais au cours de ces 3 années, j'ai pu voir pas mal de choses. Et là, j'ai dû faire la nuit, j'ai dû faire les petits déjeuners. Bon, je suis resté toute la première année. Enfin, je crois que j'ai fait des vinaigrettes et des salades et des toasts pendant les 6 premiers mois. Ça, je m'en souviens. Voilà. Mais tu te sentais plus à ta place qu'à l'école? J'ai commencé le 31 août 2009. Je venais d'avoir 16 ans et voilà, c'était tout de suite énormément de pression, une rigueur énorme. Toc, on n'a pas le droit d'être sale, on peut rien il y avait pas d'erreur de possible, quoi. Et d'un côté, donc, j'avais ça, et de l'autre, j'allais à l'école comme avant, sauf que cette fois-ci, il fallait y aller en costume cravate, 2 semaines par mois, et t'avais quand même un cours là, t'avais plus d'histoire géo, mais t'avais de ce qu'on appelle de la techno-cuisine, donc non, on apprenait juste par cœur le nom des brigadiers, des noms de sauces, des régions, des saisons,
Sauce Mornay, sauce... Oui, voilà, tout ça. les fonds de base, roux chaud, lait froid, roux chaud, des trucs qui resteront à jamais, enfin, dans ma tête, quoi. Et tu te souviens des chefs que t'admirais quand t'as commencé? Bah, toujours Joël Robuchon parce que j'aimais énormément Bon Appétit, bien sûr. Mais j'avais une fascination pour, déjà pour mon chef exécutif et surtout pour le sous-chef Christophe Marlex qui était fort dans tout. C'est un cuisinier remarquable qui, voilà, tous les jours entrait dans le frigo, disait bon bah en plat du jour on a ça et ça, je vais faire un truc, et puis c'était à chaque fois incroyable, et je l'admire toujours. Il m'a énormément appris et ça me fascinait, quoi. Mais derrière, voilà, c'est peut-être ce que je commence à avoir aujourd'hui, c'est voilà d'avoir là, ça fait bientôt 10 ans de métier, avoir vu beaucoup de choses, et à l'époque moi ça me fascinait d'avoir une facilité, voilà, lever un poisson, il savait le faire parfaitement, la viande, il savait le faire parfaitement, les légumes, c'était pas toujours parfait. Il était complet dans ses compétences. Et tu voyais ton avenir comment dans la restauration? Quand t'as commencé, t'avais déjà des rêves d'ouvrir un restaurant ou pas du tout? Je sais pas si je me voyais rester très longtemps, enfin, je me voyais pas rester au Plaza Athénée après mon apprentissage, en tout cas. Mais j'avais prévu d'aller au Japon à la base, en fait, parce que c'est un pays que j'ai eu la chance de visiter jeune, et j'avais envie d'aller, c'était un défi, mais j'avais envie d'aller travailler là-bas dans un restaurant à Kyoto. J'avais rencontré le chef, j'avais été un peu époustouflé, j'avais pas pu aller manger là-bas, mais je m'étais dit que j'allais partir et voir, et pour un blème de santé, je devais revenir à Paris tous les mois, du coup je suis allé en Angleterre finalement. Au Sketch. Au Sketch. Donc ça, c'était après tes 3 ans. Après mes 3 ans au Plaza Athénée, voilà, j'ai fait 2 mois dans la campagne entre Londres et Oxford, dans les Chiltern Hills. C'était un tout petit bled, un restaurant qui s'appelait Sir Charles Napier, qui était un ancien relais de chasse, un pub, puis un gastropub, qui avec des chefs français pendant 30 ans. Puis je crois qu'au milieu des années 2000, ils se sont affirmés, ils ont dit non, on est en Angleterre, on met que des Anglais. Et j'avais passé 2 mois là-bas, j'habitais sur place. Alors comme il y avait pas de bon pain, pouvait trouver facilement, du coup ils faisaient leur pain eux-mêmes. Comme il y avait beaucoup de chasseurs, voilà, il y avait 2 fois par semaine des types qui arrivaient avec des barbours un peu remplis, et puis on s'occupait de ça. Et j'habitais sur place, il y avait 2 chiens, donc il fallait aller un peu les promener le matin et l'après-midi. C'était une assez belle expérience. Et puis après, ouais, Sketch, 2 étoiles au guide Michelin. Romain Chapelle venait d'arriver en tant que chef de cuisine. C'était une création de poste parce que il y avait de plus en plus de travail, du coup. Au début, je faisais un peu que les amuse-bouches et je courais un peu partout. J'aidais où il fallait aider parce que c'était pas bien défini. C'était très particulier. C'était déjà mon premier jour en cuisine. C'était la semaine où Monsieur Gagnère était là. Donc là, il était arrivé, et après parce qu'il venait une fois tous les 2 mois, vraiment une semaine. Et puis il était là le matin. Il arrivait à 8h30. Voilà, on arrivait entre 7h30 et 8h. Et il arrivait à 8h30. Il disait bonjour à tout le monde, et puis il disait tiens, t'as un couteau, et puis il se mettait à côté de toi, bon, t'as quoi en mise en place? Il faisait la mise en place, il regardait le menu, il disait bon, il changeait l'intégralité du menu à 11h30, donc il fallait tout recommencer, et puis à 13h, il rechangeait encore un peu le menu. Et là, je suis toujours fasciné par je continue de l'appeler monsieur, pas chef, parce que c'est une personne extraordinaire. Et de voir quelqu'un qui a tant de connaissances, c'était génial. À la fin, j'ai compris que il souriait quand il me disait bonjour parce que je m'appelais Pierre aussi. et à chaque fois, je me disais pourquoi il me fait un grand sourire en me disant bonjour Pierre, je comprends pas. Et en fait, juste parce qu'on avait le même prénom. Mais c'était énorme, c'était génial. T'es resté combien de temps là-bas? Je suis resté un peu moins de 8 mois, je crois, 8 ou 9 mois. Et après, t'es revenu en France? Après, je suis revenu en France, parce que j'avais une opération de la mâchoire qui était
programmé. Donc j'ai mangé de la purée et de la soupe pendant plusieurs semaines. J'étais un peu défiguré. Et puis je me suis mis petit à petit à un peu rechercher du boulot, à me poser des questions. Tiens, est-ce que je reste à Paris? Est-ce que je vais à l'étranger? Est-ce que je vais au Japon? Parce que je m'étais dit que j'allais aller au Japon avant. Et finalement, ouais, je suis resté à Paris. Au Servant? Au Servant, je suis allé déposer un CV chez Septime. Bertrand était en fait à Penningen avec mon cousin, donc on se connaissait un peu de loin. Et il m'a dit mais nous on cherche personne, mais ma copine Tatiana ouvre son bistrot, je te passe son numéro. Et voilà. T'as fait l'ouverture. J'ai fait l'ouverture. Grand écart quand même après le Plaza sketch, expérience différente. Ouais, mais j'en avais envie aussi, Ouais. je crois, parce que c'était un resto dans lequel je pouvais peut-être m'identifier, où j'avais envie d'être client tout simplement aussi. Enfin moi j'arrivais pas, c'était beaucoup trop, le niveau était beaucoup trop haut pour moi et j'avais pas le niveau et donc je suis pas resté, fait quelques 3 mois je crois, vraiment le début. Et en fait j'avais pas Physiquement, tu veux dire? non, techniquement j'avais pas le niveau quoi. Là ça a été une énorme remise en question. C'est-à-dire ça j'y arrive pas du tout, je suis loin. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que t'as fait alors? Du coup j'ai fait un grand écart et je suis allé travailler chez Miznon dans le Marais et faire le dimanche quand il y avait du monde 2000 sandwichs par jour avec des pitas avec voilà, que des ingrédients frais, une cuisine complètement ouverte où il fallait crier le nom des commandes, tout annoncer. Cuisine spectacle un peu, dans un certain sens. Moi, je ne suis jamais allé au Miznon de Tel Aviv, aux autres restaurants d'Eyal Shani. Il y avait une vraie énergie en fait. C'est un lieu dans lequel il y avait une énergie de pousser à la porte. Il y avait une énergie. Et je pense que ça a un peu participé à ce que sont nos restaurants aujourd'hui avec Arnaud. C'est que ce soit vivant ou déviant. Et on peut pas dire pousser la porte de déviant, mais quand on rentre dans nos lieux, je pense que c'est très important pour nous qu'il y ait cette énergie et cette présence d'être chez quelqu'un. Oui. On nous dit souvent, on a l'impression d'être reçu chez un ami ou reçu chez quelqu'un plutôt que d'aller au restaurant. Mais parce que aussi on est là. Moi, on est là tous les jours. Comme j'ai été seul en cuisine très longtemps. Mais on est là tous les jours. Et quand on peut pas être là, on s'arrange. On s'arrange pour être là tous les jours. On ferme si on doit si on a un déplacement. Mais on est là tous les jours, donc on peut donner la même énergie tous les jours aussi. Et c'est peut-être chez Miznon que ça a commencé de devoir crier tous les prénoms, toutes les commandes, de travailler avec beaucoup d'Israéliens. Moi, je parle pas hébreu, donc apprendre à dire j'ai besoin de 3 choux-fleurs maintenant. Tu cries. Que tu cries en plus. Et ouais, c'était très intéressant. Moi, mais très rapidement. J'ai fait 8 mois. À la fin, moi, même quand mon prédécesseur était parti, en attendant mon remplacement, il y a eu ce moment où j'étais chef de cuisine, mais ça me manquait de cuisiner. Voilà, mais pas parce que je travaillais tous les jours. Je faisais des boulettes, je faisais des cales de cuisson. C'est moi qui gérais le service, mais je ne cuisinais pas dans le sens où je n'allais pas. C'est un restaurant israélien, donc il y a des tomates et du concombre toute l'année. Oui. Et donc les saisons me manquaient, la diversité des produits me manquait aussi, et donc
pas grand écart. Enfin, si, parce que Un je suis petit peu. un peu quand même. Non, mais j'ai fait un voyage au Japon à ce moment-là qui m'a remis un peu, qui m'a ressourcé, on pourrait dire, où j'ai énormément mangé, je suis énormément baladé, et je me suis dit, tiens, je suis loin du compte encore, quoi. Pourquoi? Enfin, et après, en fait, je me suis juste, je crois que j'étais allé, j'avais pris un verre aux 2 amis et il y avait un morceau de papier qui disait cherche appartement 2 pièces quartier Oberkampf et cherche chef de cuisine. T'as J'avais dit, pas c'est besoin pour toi. d'appart, mais du coup j'avais parlé avec David et je lui ai dit je suis cuisinier, voilà là je reviens d'un voyage au Japon, mais si tu veux je peux faire un essai vendredi je crois et donc on a fait quelques essais et puis ça a commencé comme ça. Donc là, c'était ta première place officielle de chef de cuisine. Ouais, où je pouvais décider d'un menu. On réouvrait le midi parce que ça avait été fermé le midi à un moment et voilà, bon, il y a quand même des contraintes, voilà, il faut les 10 trucs à la carte, il y a toujours 2 ou 3 trucs qui doivent être envoyés du bar, il faut toujours 2 desserts, il faut qu'il y ait un spectre, ça c'est quelque chose que j'ai commencé à vraiment, moi, je m'en suis rendu compte là-bas, c'est toujours un spectre, il faut voilà parce que aussi c'est un Oui, toute petite cuisine. Oui, c'est minuscule. Oui, là j'ai commencé à prendre l'habitude à ce moment-là aussi. Toute petite Vous étiez cuisine. combien dedans? Bah ça nous arrivait d'être 3 de temps en temps le samedi quand il y avait un chef suédois qui venait juste faire un service le samedi midi. Adriana qui était la chef mais qui était enceinte du coup qui gérait un peu qui était en train de partir et moi qui venais faire une mise en place pour le soir et ça nous arrivait d'être 3 mais c'était le max. bah tu peux pas bouger tu te passes des trucs mais non mais c'est 2 Karim qui est là depuis l'ouverture qui s'occupe des entrées et qui fait la plonge et moi donc t'es 2 et il faut changer tous les jours. Est-ce que tu disais, t'as un squelette un peu de menu que tu... Ouais, et aujourd'hui, j'aime pas trop être ancré, mais voilà, il y a toujours 2 espèces de petits amuse-bouches, 4 entrées, dont 2 poissons, une viande et un légume, 4 plats, et 2 desserts. Et on pourrait faire plus. Moi, j'ai pas envie de faire moins, tout simplement parce que quand pour une table de 4 qui vient dîner, ça, tout le monde peut avoir une entrée ou un plat différent aussi. Et ça nous permet d'avoir 4 techniques de cuisson, tout simplement, quoi. Mais ouais, c'est un spectre de menus qu'on a, et puis il faut, voilà, le faire évoluer. J'aime bien garder des plats à la carte assez longtemps pour pouvoir vraiment aller au bout de l'idée originelle du plat, de se dire, tiens, on va faire un morceau de poisson comme ça, avec ou une volaille comme ça, ou un jus comme ça, et puis ouais, la viande va peut-être changer, mais sur le mois et demi sur lequel on va travailler sur vraiment se concentrer sur une technique, à la fin de ce mois et demi, on pourrait dire ok là, on sait comment faire, on le fait correctement. Tu peaufines. Ouais. Tu peaufines de jour en jour Ouais. ta recette. Enfin... Bah, en arrivant chez Vivant d'ailleurs, je me suis dit tiens, j'aimerais bien le macro, je sais pas vraiment bien lever un macro. Et du coup, j'ai fait du macro pendant 1 mois et demi, tous les jours, 5 jours par semaine. Voilà, c'est 6 semaines, 3 kilos. Voilà, et au bout d'1 mois et demi, tu te dis, bah voilà, je sais je sais lever le macro. Bon, tiens, le bar, d'accord. Ok, le bar. Après, la dorade. Après, tiens, j'aimerais bien savoir vraiment très bien faire un poulet. Voilà. Alors, on commence. Pintade. Après, on se dit, bon, tiens, on va faire plus grand, tiens, on fait un canard. Et... C'était très expérimental au début, Vivant, pour toi. Ouais, bah, parce que, déjà, il y avait pas de règles. On s'était dit, avec Arnaud, bon, bah, on sait pas trop ce que ça va devenir. On avait signé un contrat de 6 mois. On s'est dit, tiens, on va voir,
combien de temps. Enfin, on fait un point dans 6 mois. Juste pour expliquer, Arnaud, donc un copain de ta sœur que tu croises dans la rue, qui te propose le poste, c'est ça? Moi, je revenais d'Uruguay à ce moment-là. J'avais, après les 2 amis, j'étais parti quelques mois en Uruguay parce qu'un ami qui a plusieurs restaurants m'avait dit un jour: ah, mais tu sais, j'ai ce restaurant au bord de la plage en Uruguay. T'es pas en train de devenir fou dans ta toute petite cuisine à Paris enfermé. Tout le monde habite ensemble dans la même maison au bord de la mer. Si tu veux venir, tiens, je t'envoie des infos. Et puis j'y suis allé. Et c'était assez marrant de se retrouver. J'avais fait espagnol LV2, mais voilà, je parlais pas espagnol. Donc tu vas dans un autre continent, dans un autre hémisphère, dans un pays tu parles pas vraiment la langue. Les produits sont complètement différents. Et c'était un restaurant ouvert que le midi, donc de décembre à mars, ce qui est la saison estivale là-bas, au bord de la mer, donc où tout le monde est, enfin les clients en tout cas pieds nus, en maillot de bain, et où c'est énormément de monde, quoi. Et c'était très intéressant et j'étais content, et en fait ça m'a remis les compteurs à zéro aussi, quoi. De se dire voilà, ça c'est ce qui se passe ailleurs, mais maintenant je reviens à Paris. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Je me sentais pas forcément prêt, mais j'avais pas envie de reprendre un poste. Je savais pas trop, et puis on a pris un café avec Arnaud. Il m'a dit: bah tu sais, moi j'ai le projet d'ouvrir Da Grazella avec ma compagne qui est devenue sa femme, Grazella, dans ce qui était Vivant Table avant. On a l'espace de Vivant Cave. Du coup, ça s'appelle Vivant. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Est-ce que ça t'intéresse? Et donc, on s'est un peu tapé dans la main. On s'est dit bon, on voit. Et puis on est parti pour 6 mois. Et au bout de 3 mois, on a changé le contrat et par la suite, on s'est associés. Mais l'idée, c'était il y avait pas de règles. Il y avait pas de règles. Fallait faire à manger, voilà, c'était ça la règle. Alors, en même temps, oui, ce que tu disais, un peu expérimental, ça t'a permis de tester plein de choses, de repousser aussi tes limites toi-même. C'était pas un restaurant, en fait. Faut pas. C'était un bar. C'était un bar. Il y avait un four domestique. Une plaque. Quand je suis arrivé, que une, mais je demandais une deuxième. Une plaque que j'ai toujours d'ailleurs, qui nous sert toujours chez Vivant aujourd'hui. Pas d'extraction, un petit frigo, et moi j'avais 2 chalumeaux. Et avec ça, fallait amuser la galerie. fallait faire. Donc au début, je faisais que des légumes et du poisson. Et il y avait encore quand même un peu de charcuterie, il y avait du fromage, et puis petit à petit, et toujours un plat de pâtes. Et puis petit à petit, on a enlevé les charcuteries, et on a fait juste une assiette de fromage qu'on pouvait prendre après avoir mangé. Et petit à petit, les menus ont évolué. La qualité du service a aussi un peu changé. On a commencé à prendre les réservations. On a commencé à faire 2 services. Un soir, j'ai un pote James, qui avait eu des bars, qui a très longtemps bossé qui avait des boulots de vacances dans des restaurants, qui me disait: ah tiens, j'aimerais bien bosser, mais juste faire la plonge ou juste derrière le bar. Donc on était 3, juste un vendredi soir, on s'est dit quand même à 3, c'est quand même beaucoup mieux. Du coup, on a trouvé quelqu'un pour nous aider, aussi parce qu'il y avait pas de lave-vaisselle aussi. Donc du coup, quand on avait besoin, au début, je me souviens pour le 2e service, il fallait mettre sa main au fond de l'évier pour chercher 2 couteaux pour les laver, pour pouvoir redresser les tables. Ça a duré que quelques semaines, mais ça paraissait très 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 long à l'époque. Et puis donc petit à petit, voilà, il y a eu une 3e personne, après il y a eu un lave-vaisselle, après il y a eu une 4e personne, et il y a eu une vraie évolution, tout en gardant dans l'esprit qu'un jour on allait faire des vrais travaux, installer une vraie cuisine. Mais on voulait prendre le temps aussi, je pense.
le projet d'Evian est un peu arrivé par hasard parce on avait l'opportunité d'investir ce cube de 40 mètres carrés dans lequel on pouvait un peu décider de faire ce qu'on voulait. Donc on s'est dit bon bah voilà, il y aura pas de réservation, il y aura pas de chaise, Pas de porte. pas de porte, ça c'est venu par la suite, c'est pas de façade existante en tout cas. On voulait que ça ressemble à Non. Bah, on peut plus vraiment en parler parce qu'on doit rajouter une façade avec une porte pour des trucs de police. Donc, enfin, je sais pas comment on peut plus dire 5 pas, malheureusement. C'est très triste. C'était pas de réservation, pas de chaise, pas de fromage, pas de charcuterie. Mais par contre, on pouvait faire tout ce qu'on voulait pas faire chez Vivant. À savoir, de la friture, des cocktails, on se disait, ah bah non, ça on peut pas servir ça quand même. Déviant. Hop, Déviant, boum, voilà. Ah, ça, j'ai une super idée, mais allez, Déviant. Tiens, ce serait marrant d'imprimer du papier alimentaire avec marqué Déviant et de mettre En fait, un des plats à l'ouverture de Déviant, on avait fait des wings. Parce qu'un jour, on en a mangé au personnel chez Vivant, parce que j'avais trop d'ailerons et que j'avais pas sous de mes volailles et j'avais pas de jus à lancer. Du coup, on en a fait au personnel. On s'est dit, tiens, ce serait bon, les wings. Du coup, on en a commandé. On en a fait un ou 2 jours au menu, je crois, chez Vivant, mais pas à la carte. Et puis après, on s'est dit, ouais, non, mais en fait, ça, faut en faire chez Déviant. Et donc, il y a eu après cette espèce d'aller-retour créatif où, quand on avait une idée, elle pouvait évoluer, vraiment se dire, tiens, ce sera dans un sens ou dans l'autre. Dans un sens ou dans l'autre. Et même Clément, qui s'occupe de toute la sélection des vins, qui fait un boulot phénoménal, il y a pas de doublon, en fait. Oui, il y a certaines cuvées, il m'expliquait, je crois, il y a certaines cuvées qui partent chez Déviant et d'autres chez Vivant. D'autres cuvées du même vigneron qui sont plus chez Vivant. Ce qui nous permet de proposer 2 expériences similaires, mais très différentes. C'est ça qui est important. La qualité reste la même, c'est le même pain, c'est la même huile d'olive. On s'éclate tout autant dans des styles différents, comme tu dis, mais se régale. Faut réserver. Il y a un premier ou un deuxième service. Pour arrêter d'avoir des no-shows, on a mis en place un système d'empreinte bancaire. On a des gens qui nous appellent tous les jours en nous demandant mais comment c'est perçu ça? Très mal. Souvent j'ai essayé de réserver en ligne, mais on me demande mon numéro de carte de crédit, mais si par exemple j'annule une demi-heure avant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que en fait nous on arrive relativement tôt, 5 jours par semaine, on travaille très dur. C'est parce que voilà, je donne souvent l'exemple d'un billet d'avion. Quand on prend un billet d'avion, on s'arrange pour le prendre et pour venir, il faut faire pareil. Et si on le prend pas, on s'est perdu. Voilà, exactement. Mais je pense vrai tous se retrouver dans la situation, c'est très énervant. Mais généralement, c'est parce qu'on s'est dit, mais c'est bon. Ça roule bien le samedi matin. Je vais avoir cet avion. En fait, on l'a pas. Mais toi, en fait, il y a combien de places au Vivant? Chez Vivant, 2. Maintenant, chez Vivant 2, il y a 19 places. Vivant 2, 19 places. Et si t'as une table qui vient pas, ça peut mettre en péril ton entreprise. En fait, une table de 4, si on arrondit à 20 places, on fait 2 services. Une table de 4, ça fait 10%. Tout simplement. Donc, si on a juste 2 fois 2, une table au premier service qui vient pas, une table au deuxième, ça fait un trou de 10%. C'est énorme. On peut pas travailler comme ça. Et ça nous arrivait avant les travaux. Il y a eu un soir, on a eu, je crois, 11 no-shows. 11 sur la soirée. Ouais, ça fait 25. Enfin, c'est un quart de gens qui réservent ailleurs et qui finalement on vient pas. C'est ce qui t'a poussé à mettre en place. Non, mais c'était. En fait, c'est pas, je vais pas dire que c'est décourageant, mais on a une réservation et puis en fait, les gens viennent. En fait, on a l'impression de se préparer pour quelque chose et puis
pour rien. Et c'est horrible. C'est horrible. Oui, puis ça met, enfin moi je trouve que ça met en péril économiquement l'entreprise aussi. Les gens ils n'y pensent pas à ça. Mais après, on a un petit restaurant, donc on a la chance d'avoir beaucoup de passages. Oui. On arrive souvent là, il y a souvent 2 personnes qui rentrent et qui disent ah bonjour, vous avez pas de la place pour 3 par hasard. On dit bah écoutez, oui dans 20 minutes parce qu'il y a une annulation quelque chose. Mais c'est même pour les quantités, la nourriture. Enfin, je veux dire voilà, les poissons arrivent tous les jours. Les légumes tous les jours, les herbes tous les jours, la viande, les volailles 2 fois par semaine, mais parce qu'il faut un peu les faire sécher. Il y a des jus, on les fait sur 2 voire 3 jours. On peut pas, enfin on se prépare pour faire 2 fois 19 couverts. Bien sûr. Est-ce que c'est des contraintes que tu citais tout à l'heure, comme le fait que la cuisine soit toute petite et assez peu équipée, que sont nés ton style? Dans un premier temps, oui. Avant les travaux, enfin à la fin, je regarde tous les menus. On imprime des menus tous les jours. Je regarde un sur lequel je fais mes commandes et des annotations. Et après, ils sont tous très bien classés, bizarrement pour moi, bien les classer dans un gros trieur au bureau. Et donc je regarde là cet été, j'ai regardé tous les menus depuis l'ouverture. Et puis j'ai vu une évolution. Mais j'ai vu une vraie évolution et la cuisine qu'on faisait avant avant les travaux n'est pas la même qu'on fait aujourd'hui. Aussi parce on peut se permettre de faire autrement. Mais ça, c'est des contraintes, oui, qui ont défini certaines règles. À savoir que voilà, comme je pouvais pas avoir réchauffé, cuire pas me dire tiens oui ça je vais juste le mettre 3 minutes sur la plaque dans la casserole, l'épinard va un peu tomber, ça va être super, comme ça je pouvais pas le faire pour améliorer, pour rendre la manière que j'avais trouvé de faire des choses bien. Je m'étais imposé la règle de tout ce qui pouvait être fait à la commande devait être fait à la commande. Donc toutes les découpes de poissons étaient faites à la commande. Donc voilà, tous les poissons, ça m'est arrivé beaucoup de cuisson aussi. Oui. Est-ce que tu dirais que c'est des contraintes que tu expliquais tout à l'heure, le fait que le lieu soit petit, peu équipé, que ton style s'est façonné? C'était même pas équipé plutôt que peu équipé. Oui, parce que ça m'avait forcé à me concentrer sur autre chose, comme je pouvais pas faire techniquement je pouvais pas si j'ai réussi par la suite, mais voilà, faire une cuisson magnifique d'une volaille, je pouvais pas poêler quelque chose, je pouvais pas griller quelque chose, je pouvais pas faire plein de trucs. Du coup je me concentrais sur tout ce que je pouvais faire pour améliorer un plat, c'est-à-dire le faire à la commande, donc toutes les découpes. Je suis allé jusqu'à lever des poissons, des sardines, je crois, et des maquereaux aussi, à la commande. Des coquilles Saint-Jacques, comme je pouvais pas faire une sauce ou les cuire d'une certaine manière comme je voulais, du coup, je les préparais à la commande. C'est-à-dire qu'elles étaient dans mon frigo avec un petit linge pour qu'elles soient là. Puis je les nettoyais, je les ouvrais, je les présentais entières. Et voilà, et je les faisais 2 par 2 pour les clients et c'était un gage de qualité supplémentaire. Si on peut dire ça comme ça, ouais. Et t'as gardé ça pour certaines maintenant que ta cuisine est beaucoup plus équipée. On fait tout. On continue de faire toutes les découpes à la minute. C'est super important pour nous. Et en fait, même le fait de se dire, ok, j'aurais là, par exemple, une dorade aujourd'hui, je vais la lever. Je vais l'écailler, je vais la vider, je vais la lever et après je vais séparer le ventre du dos, mais après je garde la peau et pendant le service, j'enlève la peau. Au fur et à mesure, ça garde une qualité supérieure. Il y a pas que la truffe qu'on a besoin de couper devant le client, quoi. C'est
c'est pareil pour tout. Je veux dire, un morceau de poisson qui a été levé, taillé, mis dans une barquette, avec portionné, avec des petits papiers sulfurisés pour séparer les portions. Pendant le service, d'ouvrir un frigo, de sortir une barquette, d'enlever un couvercle, d'enlever un premier papier, de mettre enfin, c'est une perte de temps aussi. C'est une perte de temps et de qualité. Après, on fait 19 couverts, on peut se permettre de tout faire nous-mêmes. Mais c'est le but de ce restaurant. On a très peu de place. Donc, moi, j'ai pas besoin de quantité énorme. Voilà, par jour, il me faut entre 2 et 3 canards. J'en vends pas 10, j'en veux 2 et 3 canards. Par contre, il faut qu'ils soient parfaits. Voilà. Je prends 6 kilos de Saint-Jacques par jour. Les 6 kilos doivent sortir du lot. Parce que j'en ai besoin que de 6, donc il faut qu'elles soient parfaites. J'ai pas besoin de quantité extravagante. Il me faut un tout petit peu, donc ce que je reçois, je peux pas avoir, enfin, c'est comme si on commande 3 bottes de carottes. Enfin, si on va au marché, qu'il y a une botte qui est normale, une botte qui est un peu fatiguée, une botte qui sort du lot. Moi, le problème, c'est qu'il me faut que la botte qui sort du lot. Et c'est pour ça qu'on nous demande souvent mais il y a jamais de place, il faudrait faire un plus grand restaurant. Je dis non. Le but pour nous, c'est d'avoir un petit lieu sur lequel on peut vraiment tout faire nous-mêmes, tout faire au maximum à la commande et surtout avoir une qualité de produit vraiment bien. Et c'est vrai que c'est ce que ça devrait être finalement la cuisine, mais ça s'est perdu. Non, ça s'est pas perdu. Il y a énormément de personnes qui, je trouve, même bossent très 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 bien, même, enfin, et beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Hein. Ce côté cuisson à la minute. Mais c'est par contre, vois, mais moi maintenant, je vais pas dire que je ne sais que travailler comme ça, mais je sais travailler comme ça. Je sais pas si je pourrais aller dans même dans une brasserie. Et en fait, peut-être que je saurais juste pas faire. Faire de la mise en place à fond. Non, mais j'ai déjà fait en Plaza Athénée. Tu fais ta mise en place, tout est portionné, tout est pesé au gramme près. Voilà, je me souviens des grammages. Hein. Que ça soit la portion de riz basmati pour le room service ou la portion de turbo ou la portion de cabillaud qui était un grammage différent, je me souviens de tous ces grammages. Je l'ai fait. J'ai d'ailleurs acheté la même marque de balance que j'avais au Plaza Athénée parce que c'était la plus solide qu'on avait. Mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Et ça ne correspond pas à notre mode de fonctionnement, ça ne correspond pas à la manière dont on travaille. C'est pas nous, en fait. Comment t'as fait pour te glisser dans ce lieu qui avait quand même un nom, une aura très forte et lui donner une nouvelle personnalité, ta personnalité? Je vais même dire nos personnalités parce que on rigole souvent de ça, on dit souvent à Carnot, on n'est pas assez associés pour rien parce que on est très complémentaires aussi dans nos qualités, mais il y a des points sur lesquels on réfléchit vraiment à deux, et même avec Clément, qui est notre collaborateur le plus précieux, sans vouloir faire de jaloux, mais c'est important pour nous d'avancer ensemble, et ça a commencé par ne pas faire ce qui a été fait avant, ou ne pas faire quelque chose qui a marché avant. Et donc petit à petit, on a fait notre restaurant. Oui, dans un lieu qui existait, mais on se pose pas beaucoup la question de se dire, voilà, mais juste on a repris un restaurant, on a gardé le nom parce que c'était le même restaurant aussi. On n'allait pas l'appeler autrement parce que on est dans cet état d'esprit vivant. C'est aussi pour les vins nature, c'est pour des vrais produits. On voulait continuer, mais c'était notre identité qui était différente. Et comme c'était différent, on peut pas, quand on copie, on pourra jamais faire mieux que la personne qui l'a faite. Donc, il faut pas copier. Tout le monde s'inspire. Moi, le premier, on a tous des sources d'inspiration. On voit tous des choses qui vont nous amener vers un cheminement créatif ou même esthétique ou même de produits qui vont faire avancer les choses. Mais on peut pas reproduire une copie. C'est une copie. C'est pas une inspiration, c'est une copie. Une inspiration, ça peut aider, mais on a fait notre lieu. Moi, j'ai fait ma cuisine. Clément a fait sa sélection de vin. On n'achète pas du vin parce que
c'est parce que les gens adorent ou on achète. Enfin, oui, on fait pas des frites chez Deviant parce que ça marcherait bien. On fait ce qu'on veut faire et ce qui est important, c'est qu'on a des restaurants dans lesquels on aimerait être client. Tes restaurants, tu les imagines... Enfin, tu te fais plaisir aussi en imaginant tes restaurants. Ouais, bah Deviant, on avait envie d'avoir un lieu ouvert on aime beaucoup enfin, les vieilles boucheries et les vieilles poissonneries de quartier. T'as un rideau de fer, tu lèves le rideau de fer, l'endroit est ouvert. Il y a énormément d'endroits dans le Pays Basque qui sont comme ça. Nous, on avait envie de faire un lieu comme ça, de pas faire les choses à demi-mesure, pas de chaise, on est debout, pas de réservation. C'est ça, pas de demi-mesure en fait. Ouais, c'est vraiment non mais vraiment faire les choses à fond. Sinon c'est pas un demi-verre de vin, c'est pas drôle. Ouais. Mais je veux Nadal dire, et ses pentacours, c'est pas drôle. Non mais un demi-verre voilà, c'est un demi-verre non, c'est un verre. Tu pourrais cuisiner des choses que t'aimes pas? J'aime tout malheureusement. Enfin heureusement. Non le seul truc que j'aime pas, c'est les pâtes de fruits parce qu'une fois j'ai un mauvais souvenir enfant, mais j'en ai jamais remangé depuis, je crois. Tu fais une cuisine du cœur ou de la tête? Un peu des deux parce qu'il faut quand même énormément réfléchir. C'est énormément de réflexion, mais au moment où on pose un morceau de poisson ou 3 feuilles d'épinards ou un morceau ou des légumes dans une assiette, c'est plus la tête, c'est l'instinct. Ça dépend encore de la tête, mais après c'est l'envie de faire que toutes les assiettes qui sont posées sur le pas, toutes les assiettes qu'on va regarder une dernière fois avant de dire de Saint-Jacques table 3 ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on transmet, quoi. On donne quelque chose, il faut y aller jusqu'au bout. C'est pas que machinalement, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la réduction de l'inconnu et du doute. Je mets pendant le service, mes couteaux au même endroit, le sel au même endroit, le poivre au même endroit, l'huile d'olive au même endroit, mon torchon est au même endroit sur mon tablier, un citron va être posé au même endroit, en fait, de manière à pouvoir faciliter tout le reste, je me suis organisé de manière à ne pas avoir à regarder plein de choses, et ça facilite, et ça permet d'être beaucoup plus naturel, et le jour où on se dit, bah non, je vais faire ça et ça et ça, au lieu de ça, ça et ça, j'avais pas besoin de me dire, huile d'olive, attends, oui, elle est là. Voilà, c'est au même endroit, je sais où elles sont, j'ai mes ingrédients, et après, faut y aller. C'est instinctif, c'est très instinctif. Et qu'est-ce qui te pousse? Tu parlais d'envie, c'est quoi ton envie profonde quand tu donnes ces assiettes aux gens? T'as envie? Bah déjà, c'est faire plaisir. Faut faire à manger, c'est avoir envie de faire plaisir à quelqu'un. Quand quelqu'un vient, enfin en tout cas moi quand je vais au restaurant, c'est évidemment manger, c'est quelque chose dont on a besoin pour vivre, manger, s'alimenter, boire, boire 1,5 litre d'eau par jour, manger 5 fruits et légumes, mais c'est aussi pour se faire plaisir. On va au restaurant pour passer un bon moment, pour se faire plaisir. Et moi, j'ai envie de faire plaisir aux gens. J'ai envie que les gens passent un bon moment. Et il y a des journées avec, comme les musiciens qui disent, ah, ça c'était un bon concert, ah non, ça c'était un mauvais concert, mais c'est pas parce que la dorade était un peu moins bien que d'habitude, c'est parce que il y a des jours où c'est plus dur de donner aussi. Et le but du jeu, c'est de pouvoir donner vraiment tous les jours. De se mettre en condition pour que ce soit... Oui, d'ailleurs, avec Clément, avant le service, quand on va changer, qu'on met nos sabots et qu'on met notre tablier blanc, on rentre dans le service. On rentre dans un moment où on va tout regarder et donner. Voilà. Et c'est faire attention, essayer de trouver, comprendre pourquoi. Et voilà, on propose de faire des cartes blanches. De personnes qui savent pas vraiment quoi commander. Si vous voulez, vous nous dites, voilà, j'ai vu ça passer tout à l'heure, j'aimerais vraiment goûter ce plat, ou j'aime beaucoup l'agneau, ou j'aime pas le poisson, ou j'ai envie de manger des légumes aujourd'hui. Et là,
Et c'est ce qu'on faisait avant. Voilà, je reçois 2 ou 3 pièces de sèche par jour. Avec les têtes, je peux que faire 2 ou 3 portions, du coup, donc je ne les ai pas à la carte. Mais les personnes qui nous demandent de faire ce qu'on veut, on fait vraiment ce qu'on veut. Et ça va être très plaisir aussi. Et c'est pareil pour tout ce qu'on fait. Tu regardes les clients aussi à qui tu fais à manger? Bah, j'aurais une cuisine fermée en sous-sol, sûrement. C'est essentiel. Et aussi d'avoir un restaurant dans lequel de chaque mètre carré de vivant ou de déviant, on peut voir n'importe où. Et donc, on peut, déjà, ça veut dire que tout le monde peut savoir, voilà, il y a des plats qui ont évolué, mais que ça soit de passer une assiette plate à une assiette creuse, ça change drastiquement. La manière dont on va manger un plat et de voir les gens comment est-ce que naturellement ils vont manger un plat. Ouais, il y a une interaction. Oui, on pose énormément de questions. Je vais pas dire qu'on a des cobayes, mais on demande réellement aux gens comment ça s'est passé. Et on fait attention, surtout. Ça, c'est plus quelque chose qu'on a chez Deviant. Est-ce que c'est facile à manger? Non, en fait, t'es debout. On peut pas mettre un plat dont on a besoin d'un couteau, d'une fourchette et de manger au-dessus. Voilà, il y a des plats qui sont faits pour être mangés assis, il y a des assiettes qui sont faites pour être mangées debout. Point. Et donc, faut faire attention à ce qu'on fait. Est-ce que t'as le sentiment d'avoir trouvé ton style? Bah, je vais pas dire que je suis bipolaire, mais il faut penser 2 styles de cuisine. Non, je sais ce que je sais, c'est le type de produit que j'aime bien utiliser, à savoir des bons produits frais de saison, dans une simplicité, une belle exécution. Et non, ce que j'aime beaucoup, c'est quand on me dit mais ça a l'air si simple, mais j'ai jamais réussi à le faire à la maison. C'est pour ça aussi. Enfin, il y a des par exemple un plat qu'on a à la carte chez Vivant et qui va rester indéfiniment, qui est la mloukhia, qui est un plat très traditionnel. Bon, pour moi tunisien parce que j'ai des origines tunisiennes, mais il y en a beaucoup en Égypte et au Liban aussi. Et c'est une sauce très sombre, noire. Ça recouvre l'intégralité de la viande. On vient servir la sauce en saucière, en argent devant le client. Mais quand on voit cette sauce, on se dit pas, tiens, on dirait qu'il y a 3 jours de travail, plus de 10 ingrédients. C'est la sauce avec les olives? Non. C'est un cousin du laurier qui s'appelle la corette en français, qui est une plante qui sèche et qui est broyée, qui donne cette dimension végétale, une petite amertume et une texture à ce plat. Mais même l'équilibre des sauces, c'est... Je trouve qu'il y a une profondeur quand même dans ta cuisine qu'on ressent et... Oui, alors il y a peut-être pas beaucoup d'ingrédients, mais il y a beaucoup de choses cachées. Oui. Ça, il y a une technicité que les gens voient pas forcément, mais qui se ressent quand même. Mais il faut quand même avoir un élément de surprise dans ce qu'on mange. Bien sûr. C'est pour ça même qu'on a des intitulés courts. C'est aussi pour garder une vraie liberté dans ce qu'on fait. Mais le fait d'avoir des intitulés courts même quand on va au restaurant, moi j'ai pas forcément envie de dire ce plat le canard en 2 services qu'on fait on a enlevé les olives dans ce jus à la badiane, mais il y a aussi un peu d'estragon, puis il y a l'amertume du navet, et puis il y a la salade avec les cuisses confites qu'on sert à part, avec les pistaches et les raisins. Oui, il y a beaucoup d'ingrédients. Ouais, mais il y a une profondeur. Enfin, ce plat, il était fou et on y a quand même pas mal réfléchi à ce plat. C'est la meilleure façon de se faire une idée, c'est de venir, je veux dire, mais on peut pas. La seule manière de se faire un avis, c'est de goûter, de toute manière. Voilà. Et nous, on pense que, en tout cas, moi, personnellement, et j'en suis, c'est un peu un point d'honneur, c'est ça. La simplicité visuelle peut cacher une complexité technique énorme. Et c'est ça la beauté de notre métier aussi. On est avant tout artisan, technicien. C'est un métier très manuel, un métier qui nécessite du savoir-faire.
beaucoup de l'apprentissage, c'est de l'entraînement pour arriver à faire en sorte que ça a l'air simple aussi. Oui, un type qui saute, qui fait un triple saut, il court, il fait 3 poids et puis il est 7 mètres plus loin. Non, c'est des années d'entraînement il y a beaucoup derrière. d'entraînement. Mais c'est pareil pour tout le monde. Je veux dire, c'est conduire une voiture, c'est s'entraîner, voilà. Faire un beau bouquet de fleurs, il faut s'entraîner. Ça paraît naturel, mais c'est compliqué à faire. Quel est le plat dont tu es le plus fier? On peut parler de plats un peu emblématiques qui ont été chez Vivant. J'ai fait très longtemps un thon juste grillé au chalumeau avec une mayonnaise à l'olive. On appelait ça le thon à la tunisienne parce que en Tunisie, il y a un sandwich un casse-croûte tunisien qui est avec du thon, de l'olive, de la pomme de terre, de l'œuf, des capres, du persil, de temps en temps de l'oignon. Sauf qu'à ce moment-là où j'avais envie de faire un peu ce plat-là, je me suis dit, mais en fait, j'ai déjà des capres sur le menu. Il y a jamais un ingrédient qui se répète. Ça, c'est très important chez nous. C'est pas un ingrédient qui se répète 2 fois sur le menu. À part le sel, le sucre, le poivre, l'huile d'olive, le citron, et la sauce soja. C'est ça. Il n'y a pas d'ingrédient qui se répète. Et donc, il me restait plus que le poisson, l'olive et l'œuf. Et donc, on a fait ce plat et j'en suis assez fier. Ouais. Mais d'ailleurs, on le fait plus à la carte, mais ça me manque, je pense. On va passer à l'aller-retour. Ton âge? 25 ans. Ton signe astrologique? Lion. Ton plat signature? Celui que j'ai, le thon avec cette mayonnaise à l'olive que je ne fais plus. Ton plat préféré? Les pâtes, ouais. À quoi? À tout. Les pâtes, c'est toujours bon. Le chef que tu admires le plus? Sûrement ce monsieur qui découpe des sushis depuis 37 ans rue des Ciseaux, au restaurant de Tsukiji. Ton ingrédient préféré? L'huile d'olive. Ton ingrédient détesté? Je n'en ai pas. Ton ustensile fétiche? Sûrement cette fameuse plaque à induction que j'ai qui est achetée à 50 € chez Darty qui nous sauve la vie. Ton dernier meilleur repas? Une soupe dans le 13e arrondissement avec un gros morceau de canard et des nouilles. Où? Je ne donnerai pas cette adresse, j'y tiens énormément. J'y allais après mes entraînements de rugby à 10h30. Ils ouvrent très tôt, ils ferment très tard. C'est le seul indice que je donnerais. Le resto que tu aurais aimé ouvrir? Sûrement celui que je dessinais enfant avec mon copain d'enfance, César. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait? C'était pas le meilleur, mais hier soir, quelqu'un dit, mon ami m'a envoyé ici parce qu'elle m'a dit que c'était son restaurant préféré à Paris. Et maintenant, je le pense aussi, merci beaucoup. Non, en fait, non, juste quand les gens sont vraiment émus et te remercient. Ou juste de voir un client content qui dit merci beaucoup, au revoir, c'est un énorme compliment. Et la pire critique? C'était assez récemment, on a en débarrassant une table, on a demandé, tout s'est bien passé, et j'étais tourné, j'ai entendu, pour être honnête, non, est-ce que je peux avoir l'édition? Je pensais que c'était une blague, ça ne l'était pas. Ouais, je vois. Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois? Quand on m'a appelé chef pour je me sens pas. Où? C'était chez Vivant parce que c'était la première fois que j'étais vraiment maître de ma cuisine. Que tu mettais ton nom sur une carte un peu. Oui, aussi sur une identité, sur un lieu. Tu revendiquais. Oui, c'est chez moi. Et quel genre de chef es-tu? Tu disais que tu arrivais à parler de façon ni négative ni positive, d'être assez... il faut être direct dans la vie quand même. Quand quelque chose ne va pas, ça ne va pas. Quand quelque chose va très bien, c'est super. Mais il faut trouver le bon équilibre. Voilà. Ça m'arrive de dire des trucs très rapides pendant le service pour pouvoir en parler après, à la fin. En tout cas, il y a une bonne ambiance. Comme on peut le voir quand on vient manger. Mais non, mais on peut pas, pardonnez-moi l'expression, mais on peut pas faire la gueule en cuisinant, de toute manière. Il faut être content de cuisiner son métier, déjà. Donc, il faut être content d'exercer son métier, qui est un magnifique métier. Mais il faut être heureux. Faut faire plaisir aux gens. On peut pas faire plaisir aux gens en étant triste. Et oui, il y a des jours où on a moins envie de crier bonsoir, bienvenue à chaque personne qui passe sa porte. Mais il faut donner, c'est 5 jours par semaine, à partir de 19h, on rentre dans un caractère. À quoi ressemblent tes journées de cuisinier? Enfin non, à quoi ressemblent tes journées tout court? La
la première chose que on m'a reproché très récemment de la dernière et la première chose que je fais, c'est parler à mon fournisseur de poissons. Enfin, ouais, à mes fournisseurs en général. Par SMS? Par SMS ou un coup de téléphone. Ça peut être de... est-ce que ça t'intéresse de 2 caisses d'encornet ou est-ce que ça t'intéresse 2 caisses d'encornet ou j'ai un problème sur le basilic ou le persil n'arrivera pas aujourd'hui, il sera là demain ou là c'est fait, voilà, les petits pois ne sont pas arrivés hier. Donc il fallait tout rechanger. Ma journée commence assez souvent comme ça. Après je vais assez rapidement au boulot en fait après, Tu commences à quelle heure je suis rue la cuisine? Je suis entre 10h et midi. Ça dépend des jours. On a des jours plus ginget que d'autres mais entre 10h et midi. Mais en vrai, je commence à cuisiner le matin enfin quand je commence à réfléchir, même de s'organiser, voilà, de se dire tiens, je vais commencer par faire ça, ça s'arrête jamais en vrai. Hein. C'est faire ce qu'on veut, ça s'arrête pas. T'as un besoin viscéral en tout cas de tenir des casseroles tous les jours? Oui. Oui, je vais pas pouvoir mentir sur ça non plus, mais je vais pas mentir du tout d'ailleurs. On l'a compris. Mais oui, je m'ennuie profondément. J'aime mon métier, je suis content de pouvoir le faire. Et aussi la répétition permet de s'améliorer et le sentiment d'amélioration, c'est quelque chose de génial et c'est très important. Mais ça vient assez vite. Enfin, ça vient, mais ça s'arrête jamais. Hein. Ça s'arrête jamais. Moi, on se dit toujours ah ouais là je sais vraiment bien le faire et puis en fait la fois d'après tu le fais encore plus vite ou encore mieux. Mais ça peut aller jusqu'à tailler une brunoise. Hein. On a un plat en ce moment avec une brunoise de pommes de terre un peu sous un poisson cru avec du poivre vert au sel et pas mal les premières fleurs de roquette et de brocoli et la brunoise, oui, un cube peut être parfait. Mais après, combien de paris on fait, combien de temps on va prendre, combien d'agilité on va avoir à le faire, est-ce qu'on va devoir vraiment se concentrer, enfin, ça peut toujours, même un cube parfait, voilà, il y a tout le cheminement d'avant aussi qui rentre en compte. Donc il y a pas de perfection, mais c'est très agréable de le faire de mieux en mieux. Presque parfait. Tu te sens plus cuisinier? Oui, complètement. Restaurateur un peu aussi? Restaurateur aussi, parce que je suis à la tête pas tout seul, heureusement, ça a beaucoup trop de travail, des établissements. Chef un peu? Chef beaucoup, même. Chef beaucoup, ouais. Tu te présentes comment aux gens qui te connaissent pas? Je dis que je suis cuisinier. C'est le plus simple. Parce que après, c'est répondre à une question laquelle je ne sais pas répondre, qui est ah oui, c'est quel type de restaurant? Et là, je ne sais jamais y répondre. Du coup, t'abrèges la conversation. Du coup, je dis juste je suis cuisinier, oui, dans le 10e, voilà. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail au quotidien? Avoir pouvoir travailler avec des très beaux outils, c'est avoir un objet, voilà, c'est électronique, là, c'est un fourneau, voilà, qui marche très bien avec des belles cocottes en fonte. Enfin, moi, ça me procure énormément de plaisir de recevoir des produits qui ont un goût magnifique. C'est génial. C'est ça qui me donne envie de continuer, c'est que tous les ans, au même moment, à peu près au même moment, il y a des asperges qui arrivent, on est content. Et après, il y a les truffes qui terminent, mais les fèves et les petits pois arrivent. Voilà. Et en hiver, il y a moins de produits, mais en hiver, tu peux faire des gibiers, tu peux faire des sauces, des choses peut-être plus consistantes. Donc voilà, il y a c'est ce jeu entre envie, ouais, c'est l'envie qui évolue. Plusieurs fois, t'as fait référence au jour avec et au jour sans. Ouais. Comment tu fais quand c'est un jour sans? T'arrives quand même à donner? En fait, le jour sans vient disparaître très vite quand les clients arrivent. Au premier, aussi on travaille en musique, ce qui a
améliorer il y a plusieurs chefs qui disent ça, que ça a amélioré les conditions de travail. Enfin, l'après-midi, on écoute la radio, on peut écouter des radios classiques, des podcasts. On écoute radio classique ou on écoute beaucoup de choses. Pas tout le temps, on fait des journées de silence aussi. Mais par exemple, moi, je me suis rendu compte que quand le service est là, tout le reste, j'ai travaillé avec des vins coupés, des grosses brûlures, des fièvres. Quand t'es dans le service, t'es dans une transe en fait. Ouais. Tu rentres dans autre chose. C'est un exercice. Et on reprend ses habitudes et après c'est les mêmes calculs qui reprennent. Tiens, faudrait faire 2 canards avec un agneau et un thon. Et après, faudra quand même lancer ça au four tout en faisant telles entrées. Et il y a un tel qui est arrivé. Du coup, faut peut-être je sais qu'il aime ça. Du coup, faut peut-être sortir ce morceau de viande du frigo qu'on a un peu mis de côté, que lui aime beaucoup. Comme ça, il sera à la bonne température quand on devra le lancer en cuisson. Et après, voilà, il y a tout ça qui reprend et ta mauvaise humeur s'en va. Et après, il est 12:30. Il faut faire le point pour le lendemain et voilà. Bon. C'est la fin et on a faim. Qu'est-ce qu'on fait si on veut cuisiner comme Pierre Twitou à la maison? Il faut déjà des très bons produits, frais, de saison et toujours de l'huile d'olive et un peu de sel. Et donc on aime beaucoup. En fait, la vraie cuisine qu'on fait, c'est celle qu'on fait au repas du personnel et souvent c'est dans le même plat. Enfin, tout vient dans le même plat, mais de pouvoir cuire un morceau de poisson avec un peu d'oignon, un peu d'ail, un peu de vin blanc, 3 tomates écrasées et beaucoup d'herbes et de manger de la salade à côté, ça reste quand même une des meilleures choses du monde. Donc tu mets tout au four? On met tout au four sauf la salade et puis il faut toujours du repos et ce qui est vraiment très bon, c'est quand t'as pas le temps de manger assis et que tu mets tout dans un morceau de pain. Tu te fais un sandwich et ça c'est quand même très 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 bon. Merci Pierre. Merci Julie. Vous venez d'écouter l'épisode 17 de la saison 2 avec Pierre Twitou. Vous pouvez goûter ce qu'il a dans la poêle dans son restaurant Vivant 2 et son bistrot Déviant, respectivement situés au 43 et 39 de la rue des Petites Écuries à Paris. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. N'oubliez pas de noter le podcast avec un maximum d'étoiles sur iTunes. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.